Bonjour à tous, bienvenue dans Rencontre. Le Bureau national des statistiques de Chine a publié le 18 janvier dernier ses résultats macroéconomiques pour l'année 2020. Les données sur les indicateurs économiques, tels que le taux de croissance du produit intérieur brut, l'industrie, la consommation et l'investissement, ont ainsi été dévoilés. Beaucoup de chiffres s'avèrent supérieurs aux prévisions, notamment celui du PIB qui dépasse pour la première fois le seuil de 100 000 milliards de yuans. Comment faut-il interpréter ces résultats? Aujourd'hui, pour répondre à cette question, nous avons le plaisir de recevoir M. Ding Yifan, chercheur du Centre de développement du Conseil des affaires d'État. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Rencontre. Parmi les chiffres de l'économie chinoise de l'an 2020 qui viennent d'être publiés, le résultat le plus marquant est celui du PIB qui s'est hissé pour la première fois au-delà des 100 000 milliards de yuan, soit une augmentation de 2,3% en glissement annuel. Comment analysez-vous ce chiffre historique? Oui, le chiffre est historique parce que c'est la première fois que le PIB chinois a dépassé le seuil de 100 000 milliards de yuan. Mais si on regarde aussi le niveau de PIB dans le monde, le contraste est frappant entre la Chine et le reste du monde. La plupart des économies du monde en 2020 ont connu un taux de croissance négatif. Des grandes économies du monde, la Chine a été la seule à avoir un taux de croissance positif. Bien sûr, il y a des économies beaucoup plus petites qui ont eu un taux de croissance positif, mais très faible, tandis que celui de la Chine est relativement robuste, vu la taille de l'économie chinoise et vu les implications de l'économie chinoise sur le reste du monde. Parce que les effets de la croissance positive de la Chine ont été très efficaces, ont été très importants pour le reste du monde, parce que la Chine est le plus grand partenaire commercial de plus de 130 pays dans le monde. Voilà. Et hormis les chiffres du PIB, quels sont les autres chiffres importants à retenir? Hormis les chiffres du PIB, ce qui est important, c'est la tendance de la croissance. La tendance de la croissance est l'augmentation du commerce extérieur de Chine. Parce que en 2020, parce que l'économie planétaire, l'économie globale est tombée en récession, on avait peur que le commerce extérieur de la Chine serait désastreux. Mais finalement, à la fin de l'année, nous avons remarqué, probablement, paradoxalement, un rebond de l'exportation chinoise. Justement parce que les autres économies sont tombées dans la paralysie. Production complètement stoppée, mais pourtant les gens ont toujours besoin de vivre. Ils ont toujours besoin de vivre, ils ont besoin des matériaux de protection, de santé, etc., etc. La Chine était la seule économie majeure capable de fournir ces équipements, ces denrées alimentaires, ces objectifs, ces objets de la vie courante. Donc, la Chine a eu un record de l'exportation vers pratiquement tout le monde, en particulier vers l'Europe. Par exemple, le train de transport entre la Chine et les grandes villes européennes ont battu le record. En l'année 2020, nous avons expédié plus de 10 000 trains vers l'Europe, équivalent de plus de 1000 trains par mois, ce qui est remarquable. D'ailleurs, pour ce qui est du transport ferrier vers le marché américain, le prix de transport a augmenté de beaucoup, de plus de 30% à partir de l'été 2020. Voilà, les chiffres de l'exportation est excellente et ça marque la puissance et la résilience de l'économie chinoise. Et comme ce que vous avez dit, l'importation et l'exportation ont connu des croissances. Et quand vous analysez ces statistiques, quelles sont les spécificités de la croissance chinoise en fait? Quand on parle des spécificités, il y en a beaucoup. Parce que l'économie chinoise est devenue plus verte, plus comment on dit en anglais, environmentally friendly. Donc plus amical à l'environnement, etc.
parce que dans la consommation de l'énergie, la part de l'énergie renouvelable a augmenté, tandis que la partie de consommation de fossiles fuels, de gaz et de pétrole, de matières fossiles ont baissé sensiblement. Et si on regarde aussi l'intensité énergétique, c'est-à-dire l'unité de production par unité de l'énergie, ça a baissé. Ça veut dire que l'économie chinoise est devenue plus efficace en termes d'utilisation de l'énergie. Tout cela, ce sont des bons signes qui montrent la santé de l'économie chinoise, non seulement la croissance, mais aussi la meilleure qualité de la croissance. Un développement durable. Oui. Et comment l'économie chinoise est-elle parvenue à obtenir de tels résultats, surtout sur fond de situation intérieure un peu compliquée et du Covid-19? Quels sont les facteurs qui expliquent cette vitalité? D'abord, il y a un problème de ce qu'on appelle l'économie numérique. Vous savez, comme la part de l'économie numérique est de plus en plus importante dans la croissance chinoise, cela représente à peu près 35 à 40%, si bien que finalement la pandémie n'a pas empêché l'économie de se développer. Parce que l'économie numérique n'a rien à voir avec la transmission de virus. Donc ça résiste. L'économie numérique est résistante à la transmission de virus, au contact humain, etc., etc. Donc, ce qui fait que finalement, en dépit des préventions que nous avons prises contre l'épidémie, la croissance reste encore robuste en Chine. En plus du secteur économique numérique, quels sont les autres secteurs qui ont réalisé un développement excellent? Nous sommes en train d'analyser le développement de l'économie chinoise au cours de l'année 2020 et ce qui remarque l'année 2020, c'est le développement de la pandémie. Et la pandémie a forcé la Chine à développer des systèmes de surveillance de santé, des systèmes de traitement des malades, etc. Dans une large mesure, la Chine a su s'adapter à l'évolution du virus et la Chine a su s'adapter aussi à une situation de prévention massive contre la provocation d'un tel virus inconnu au départ. Et ça, on a réussi. On a réussi par ses capacités de production industrielle, par exemple. Au départ de l'épidémie, nous avons réussi à construire des hôpitaux extraordinaires rapides. En l'espace de 2 semaines, nous avons construit 2 nouveaux hôpitaux de plus de 2500 lits. Et nous avons aussi réussi à transformer des installations d'activités publiques, culturelles, sportives, etc., en hôpitaux temporaires pour recevoir tous les patients infectés par le virus, ce qui a coupé le moyen de propagation du virus vers d'autres endroits, vers d'autres provinces, etc. Tout cela montre l'efficacité de gestion de la santé en Chine. En fait, le système de santé en Chine est suffisamment bien préservé pour soigner, pour guérir les malades infectés par le virus. Et beaucoup de secteurs ont réussi à se transformer pour répondre à la situation actuelle. Oui, en particulier la technologie à distance, par exemple. La technologie à distance a connu un progrès remarquable au cours de la pandémie parce que nous avons besoin de ce genre de choses à la fois pour traiter, soigner les personnes, aussi pour maintenir les activités économiques. Et aussi parce que la Chine est le plus grand producteur des appareils électroniques, des ordinateurs personnels, des iPads, toutes sortes de pads, des téléphones smartphones, donc des téléphones mobiles, etc. Donc, et au milieu de l'épidémie, tous les pays ont besoin de ce genre de produits pour maintenir des activités à distance. Alors, la Chine en a
je veux dire un peu hypocritement, la Chine en a profité pour exporter des produits de ce genre de choses, des produits électroniques, PET, ordinateurs, des équipements de télécommunication. La Chine aussi est le plus grand producteur des équipements, des installations, des équipements de télécommunication. Tout cela ont aidé les pays à développer des moyens de prévention à distance contre la propagation du virus. Et les produits chinois ont contribué grandement à stopper, disons, la propagation du virus par des activités en ligne. Et en plus, durant cette période de confinement, on a aussi vu apparaître de nouveaux marchés, par exemple la vente et l'achat en ligne et en direct. C'est une sorte Oui, de mesure, de stratégie pour stimuler la consommation. c'est ça. Cette partie, le commerce électronique, fait partie de ce que j'appelle l'économie numérique. L'économie numérique a joué un rôle très important dans cette période d'épidémie. Et donc, le e-commerce, donc le commerce électronique, permet aux gens de consommer à la maison, puisque les gens sont confinés à la maison, ils ne peuvent pas sortir librement. Mais ils continuent à consommer, ils continuent à se consommer, à se transférer par les porteurs. Donc, les porteurs sont des héros dans cette lutte contre la propagation du virus. Ils ont contribué au maintien de la vie normale, à peu près, des grandes villes en Chine. Et ils ont réussi à maintenir le développement de l'économie numérique d'une certaine manière. Et grâce à cette nouvelle stratégie, en fait, les paysans ont réussi à vendre leurs produits plus facilement qu'auparavant. C'est aussi grâce à ça que la lutte contre la pauvreté a eu beaucoup de réussite cette année. Oui, oui, mais les plateformes, ce qu'on appelle les plateformes de vente, les plateformes Internet, etc., en Chine sont les plus importantes dans le monde parce que nous avons le plus grand internaute dans le monde. En Chine, il y a plus de 900 millions d'internautes, donc de personnes interconnectées à l'Internet. Ça permet à la population chinoise d'avoir des produits non seulement au fin fond du monde de Chine, mais aussi de tous les pays. En fait, sur la plateforme du commerce électronique, en Chine, on peut acheter des produits de tous les pays du monde. Les cerises de Chili, par exemple, les cerises de Chili se vendent très, 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 très bien en Chine. Et d'ailleurs, par l'accord de libre-échange que la Chine a signé avec le Chili, donc de plus en plus, on reçoit des fruits de l'Amérique latine, de l'Amérique du Sud. Donc, de toutes les saisons, nous avons des fruits frais de tous les pays du monde. Donc, autrefois, la consommation des fruits dépend des saisons. Parce que en été, on consomme seulement des fruits de saison, de l'été. Tandis qu'aujourd'hui, même en plein été, on peut consommer des fruits de l'hiver. Parce qu'en hémisphère du Sud, ils sont encore en hiver, et vice-versa. Mais en revanche, la consommation n'a pas repris aussi vite que l'on l'espérait. Les ventes au détail ont chuté de 3,9% l'année dernière. On a néanmoins assisté à un rebond durant les troisième et quatrième trimestres, surtout le quatrième trimestre, où la consommation au Oui. détail atteint 4,6%. D'après vous, va-t-on assister à un rebond de la consommation en 2021? Parce que maintenant, tout au long de l'année, le chiffre est encore plus bas que l'année dernière. Oui, cela dépend, parce que oui, le niveau de consommation en 2020 par rapport à 2019, il y a une légère baisse, parce que objectivement, en dépit du développement de l'économie numérique, les gens sont tout de même confinés. Les gens sont tout de même confinés à la maison, etc. Ça gêne leur consommation, donc le service est moins développé en 2020 qu'en 2019. Mais on espère qu'en 2021,
avec le développement de vaccins, etc., il y aura encore un rebond de services. Un rebond de services va contribuer aussi à une augmentation de la consommation dans le pourcentage de la croissance. Voilà. Quels sont les principaux moteurs de cet éventuel rebond de la consommation? C'est la sortie. La sortie. Parce que le rebond de la consommation viendra de la confiance. Tant que l'épidémie est sous contrôle, les gens vont sortir, ils vont fréquenter les cinémas, ils vont fréquenter les supermarchés, etc. Donc, du coup, la consommation deviendra beaucoup plus variée que seulement l'achat à la maison des produits délivrés par des porteurs. Donc, ce serait beaucoup plus varié et ça pourrait ajouter quelque chose à la croissance parce que à mesure que la situation épidémique a été sous contrôle, donc les travailleurs migrants, donc les travailleurs qui vivent à la campagne, qui travaillent en ville, vont revenir plus souvent en ville et ça va fournir plus de travailleurs au marché et ça va ramener encore le prix de travail pour renforcer l'efficacité de l'économie, mais ça va renforcer aussi leur pouvoir d'achat. Et par ricochet, le renforcement de leur pouvoir d'achat va contribuer à un peu plus de consommation à la longue. Il faut attendre impatiemment pour que la vie revienne à la normale. Sur le plan mondial, la pandémie de coronavirus a changé la structure de la croissance économique mondiale. Et la Chine a pris la tête de la reprise économique. D'après vous, quelles seront les tendances majeures de l'économie chinoise en 2021? En 2021, la Chine sera toujours l'économie la plus active dans le monde parce qu'elle a été épargnée par la propagation du virus sur l'échelle globale. Donc, d'une certaine manière, la Chine, de toutes les grandes économies du monde, reste la seule à avoir vraiment contrôlé l'épidémie. Et donc, la demande extérieure sera telle que finalement, la Chine aurait été toujours le producteur pour tout le monde. De ce point de vue, la croissance chinoise sera tirée aussi par la demande intérieure que par la demande extérieure. Mais je pense qu'à partir de la deuxième moitié de l'année, de l'année 2021, avec les effets de vaccins dans tous les pays du monde, eh bien, les demandes pour les produits chinois se réduiront. Donc, dans la deuxième moitié de l'année, le commerce extérieur de la Chine connaîtra probablement un abaissement. Et plusieurs institutions ont prévu une plus grande croissance économique chinoise pour l'année 2021. D'après vous, quels sont les secteurs qui devraient tirer la croissance chinoise durant cette année? En fait, si les institutions internationales ont projeté une croissance très positive, très forte, c'est parce que en 2021, la Chine connaîtra une croissance en revanche. Justement parce que la Chine a connu un taux de croissance de bourse de 2,3% en 2020. Donc en 2021, nécessairement, il va y avoir une revanche. Donc normalement, la Chine aura un taux de croissance supérieur à 8% dans l'année. Mais tous les secteurs vont y exercer un rôle sur la croissance. En particulier, la Chine a investi dans de nouvelles technologies, dans des véhicules nouveaux, dans le domaine automobile, dans le domaine de beaucoup de secteurs. J'arrive pas à les énumérer tous. Sur un plan global, tous les secteurs. Un plan global, c'est la nouvelle économie. La nouvelle économie reste toujours l'économie la plus dynamique en Chine. Elle entraînera beaucoup d'investissements, de création d'emplois et la croissance, quoi.
Et de ce point de vue, je pense que en 2021, la nouvelle économie restera toujours le secteur le plus dynamique de l'économie croissante, de l'économie chinoise. Et l'an 2021 est la première année du 14e plan quinquennal de la Chine et une année très importante pour la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de développement dite de Mm. double circulation. Et l'un des axes Mhm. principaux du 14e plan quinquennal est la promotion du développement de haute qualité. En 2021, Mhm. quels seront, d'après vous, les principaux axes de ce développement de haute qualité? Oh, quand on parle de la haute qualité, ça a plusieurs significations. D'abord, on insiste beaucoup plus sur l'amélioration de la qualité que sur la croissance en vitesse. La Chine n'a plus besoin d'un taux de croissance exponentiel pour maintenir son dynamisme de croissance, de création d'emplois, etc., etc. Donc, la Chine ne vise plus sur un développement à tout prix. Donc, seuls les investissements qui sont conformes à la protection de l'environnement, qui sont conformes au développement de l'économie verte, etc., ce genre d'investissements sont encouragés. Autrement, il y a beaucoup plus de régulation sur le marché qui interdirait les investissements dans des secteurs polluants ou dans des industries polluantes. Là aussi, il faut voir que la Chine n'a plus besoin de ces industries polluantes. La Chine va essayer de remédier même, à dépolluer, par exemple, la terre. Et la Chine a développé des technologies assez sophistiquées pour dépolluer la terre, pour dépolluer les rivières, pour essayer de clarifier les airs, etc., etc. Tout cela sont mis en route. Donc, l'investissement s'oriente de plus en plus vers des secteurs de ce genre de choses, vers des secteurs de protection de l'environnement en général, mais plus particulièrement dans le domaine de dépollution de terre et des ressources et d'eau. Et sur le plan politique, quelles seront les nouvelles tendances en 2021, surtout avec l'arrivée des deux sessions annuelles qui ont lieu souvent en mars, donc dans 2 mois. À quoi peut-on s'attendre de En cette... fait, en 2020, la Chine a réussi à, en fait, à sortir la population pauvre de la pauvreté absolue. En 2021, on va continuer à trouver des solutions pour assurer que cette éradication de la pauvreté absolue euh, pourrait se maintenir à long terme. Donc, par des mesures de l'urbanisation, la nouvelle urbanisation prendra en compte les problèmes de la réduction et de l'éradication de la pauvreté, le plan de l'urbanisation, le plan du développement de l'économie numérique, de la nouvelle économie, tiendront compte de la formation de la jeunesse en pendance de la campagne pour les préparer à une vie citadine. Donc tout cela rendra dans le cadre du 14e plan quinquennal qui s'annoncera bien. Et quelles mesures pour relancer la consommation, par exemple? Relancer la consommation, mais je vous ai expliqué, il s'agit d'assurer à la population que l'épidémie est totalement sous contrôle. Avec le développement de vaccins, la population sera plus sûre d'elle-même de sortir et la consommation reviendra toute seule avec l'amélioration de la confiance en marché. Et on n'a pas besoin de prendre des mesures de subvention extraordinaires pour que la population soit poussée à consommer davantage. Ce n'est plus le cas. Bien sûr, il y a toujours des mesures de subvention pour le remplacement, par exemple, des véhicules.
Si vous voulez remplacer les véhicules à essence par des véhicules électriques ou hybrides, etc., vous aurez toujours une subvention de l'État pour ce genre de choses. Et ça constitue une stipulation de la consommation, une stimulation donnée par l'État. Et avec ce nouveau modèle de développement économique, la double circulation qui sera mise en place, quel sera l'impact de la croissance économique chinoise sur l'économie mondiale? La double circulation est une notion importante. La double circulation est une notion importante parce que depuis un certain temps, on pense que la croissance chinoise était seulement basée sur l'exportation. Comme si, sans l'exportation, l'économie chinoise, la croissance chinoise serait étouffée. Mais en fait, l'expérience montre que, au contraire, depuis la dernière crise financière internationale, depuis 2008, la croissance chinoise était principalement basée sur la circulation domestique. Donc sur la demande intérieure, sur la croissance intérieure, etc. etc. Prenons le cas de la proportion de l'exportation ou du commerce international par rapport à sa balance courante. Par exemple, l'excédent de sa balance courante était à peu près de 10% au moment où son exportation allait le plus fort, c'est-à-dire en 2007-2008. Alors en 2007-2008, l'excédent de la balance courante était à peu près de 10% de son PIB, alors qu'en 2019, 2020 aussi, en 2020-2019, l'excédent commercial, donc l'excédent de la balance courante, ne représente que moins de 1% de son PIB. Donc c'est sa croissance intérieure qui était à la base de la croissance du PIB chinois. D'ailleurs, il suffit de regarder les performances de l'économie chinoise pour réaliser que finalement, le marché domestique est un facteur qui soutient la croissance chinoise. Parce que de 2008 à 2018, par exemple, en 10 ans, nous avons développé des lignes de TGV qui vont dans tous les sens. En 2008, nous avons seulement une seule ligne de TGV de Pékin à Tianjin, une centaine de kilomètres, pas plus. En 20 heures, vous êtes à Tianjin, en partant de Pékin, etc. C'était très rapide, mais ce n'est qu'une ligne de plus de 100 km. Alors, 10 ans plus tard, nous avons construit un réseau de TGV de plus de 28 000 km. Et aujourd'hui, en 2020, nous avons réussi à construire un réseau de TGV de plus de 39 000 km. Et ça va continuer. Ça va continuer. Nous avons réussi à produire un prototype de train Maglev, c'est-à-dire un train qui courrait beaucoup plus rapide que le train à roues, que le TGV à roues. Et ce train Maglev pourrait courir à plus de 600 km/h. Et ça risque, une fois complètement commercialisé, ça risque de pouvoir courir à 1000 km/h. Donc ça va aussi vite, sinon plus vite que l'avion. Donc ça va changer totalement la disposition de transport en Chine et la structure de l'économie chinoise. Merci d'avoir participé à cette émission. Voilà, c'est la fin de cette émission de rencontre. À la prochaine.